De nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Le taux d'inflation restera stable à 2,5% et comme prévision de croissance, il faut s'attendre à 5,5%. C'est ce qui ressort du processus budgétaire 2006 dont les travaux ont été lancés hier par le ministre de l'économie et des finances. Les fidèles musulmans s'apprêtent à accueillir le mois sacré de Ramadan, un mois au cours duquel le musulman doit s'abstenir de manger, de boire et de tout acte pouvant rompre le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cependant, quels sont ses bienfaits sur la santé du jeûneur? On en saura davantage avec Kumba Sissako. En sport avec Isaac Chenou nous fait savoir que le handball sera bientôt introduit dans les établissements scolaires. Le projet dénommé handball à l'école a été officiellement lancé hier. Et puis en basketball, la cinquième journée du championnat national de première division se poursuit cet après-midi. Une journée qui a donné son coup d'envoi hier au Palais des Sports Salamatou Maïga. Rendez-vous en fin d'édition avec Soumaïla Berthier dans la chronique du développement. Elle s'intéresse aux droits de tirage spéciaux ou DTS, un outil utilisé dans le commerce mondial par les institutions financières internationales sans valeur de devise. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais tantôt, lancement hier des travaux du processus budgétaire 2026. C'était sous la présidence du ministre de l'économie et des finances accompagné de son collègue du commerce. On apprend que le taux d'inflation restera stable à 2,5% et comme prévision de croissance, il faut s'attendre à 5,5%. La journée a été animée par deux panels. Il s'agit de la gestion des baux administratifs, difficultés et perspectives, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs comme levier d'appropriation des outils du budget programme au Mali. Nyanya Aliou Traoré. Le rendez-vous est majeur et est respecté car chaque année, durant le mois de février, la Direction générale du budget, sous la houlette du ministère de l'économie et des finances, tient la conférence de lancement des travaux du processus budgétaire. Il s'agissait en ce jour pour l'année 2026. Amadou Tidjani Aïdara, directeur général du budget. Les orientations de la politique budgétaire, il s'agira de poursuivre et renforcer en tout cas les acquis. Il s'agira de poursuivre avec la mobilisation beaucoup plus accrue au niveau des recettes, mais également combinée à une rationalisation des dépenses pour faire une meilleure orientation de ces dépenses, pour assurer les dépenses prioritaires sociales et développement, mais aussi continuer avec la trajectoire du renforcement des capacités. Depuis 2018, notre pays a basculé en mode budget-programme, un processus qui consiste à instaurer et maintenir une culture moderne de gestion des finances publiques par l'intégration des principes de bonne gouvernance. Les prévisions 2025 s'annoncent rassurantes, notamment en termes de croissance. Alouseini Sanou, ministre de l'économie. Le taux de croissance réelle du PIB estimé à 5% en 2024 devrait s'accélérer pour atteindre 5,9 et 6,1 respectivement en 2025 et en 2026. L'inflation bien maîtrisée devrait se maintenir en dessous de la norme communautaire de 3% grâce à une politique monétaire prudente de la Banque centrale combinée aux efforts conjugués du gouvernement, des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole. Zi Choi, représentant des partenaires techniques et financiers. La présente conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2026 intervient, comme nous le savons tous, dans un contexte marqué par des multiples défis auxquels l'État fait face. Nous nous réjouissons de constater que malgré ces défis multiples et grâce aux efforts combinés de l'État, du Mali et de ses partenaires, l'économie malienne continue de résister et de gagner en robustesse. Deux thématiques à l'ordre du jour de cette journée de lancement. La gestion des baux administratifs, difficultés et perspectives, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs comme levier d'appropriation des outils du budget programme au Mali.
De septembre 2024 à février 2025, l'ASIC, Association de soutien aux initiatives communautaires, a exécuté avec succès à Kolokani, dans la région de Koulikoro, le projet Exploitation de l'énergie solaire photovoltaïque pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants de 6 mois à 5 ans. Les bénéficiaires du projet ont été formés à l'adoption de solutions durables en vue de faire face aux effets des changements climatiques. Les résultats du projet, qui tire vers sa fin, sont partagés à Bamako par les responsables de l'ASIC et leurs partenaires, l'ambassade du Canada à Batraouri. Pour booster le développement endogène du cercle de Kolokani, le projet Exploitation de l'énergie solaire photovoltaïque pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle a été lancé en septembre 2024 par l'ASIC, l'association de soutien aux initiatives communautaires. Ce projet concourt à l'amélioration des revenus des femmes enceintes ou allaitantes et assure la prise en charge des enfants de 6 mois à 5 ans. Après 6 mois de mise en œuvre et à quelques jours de la fin du projet, les résultats sont encourageants. Sidiki Damene, président de l'ASIC. Nous avons renforcé leur capacité de production en installant un moulin. Nous avons aussi appuyé les centres multifonctionnels des femmes de Kolokani à travers la réalisation d'un fourrage équipé d'un système de pompage. Miouya Abdurrahman, représentante de l'ambassade du Canada au Mali. Nous sommes tous conscients que les énergies renouvelables constituent une alternative indiscutable pour pallier les problèmes d'électricité qui se posent au Mali et ailleurs. Autre volet important pour le projet, la lutte contre les effets du changement climatique, et dans ce domaine, les progrès ont été enregistrés. Alou Diara, préfet du cercle de Kolokani. Il a servi non seulement à résoudre le problème de vulnérabilité économique des femmes de Kolokani, mais aussi à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour les responsables de l'ASIC, le projet a atteint son objectif d'orientation des communautés locales vers l'exploitation de l'énergie solaire photovoltaïque en vue de faire face aux effets du changement climatique. Les réseaux Chic, Club, Honnêteté, Intégrité et Conseil vient de voir le jour. Il s'agit d'une expérience de bonnes pratiques cultivée dans d'autres pays pour lutter contre la corruption. C'est une initiative de l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le lancement s'inscrit dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, dont le thème est « S'unir avec la jeunesse contre la corruption ». Reportage Mamadou Fani. Bannir le phénomène de la corruption à la racine en impliquant la jeunesse particulièrement en milieu scolaire, c'est le défi de l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le lancement du réseau des jeunes pères éducateurs est une initiative qui vise à mobiliser la jeunesse, surtout les écoliers, afin qu'ils appréhendent les conséquences de la corruption. Moumini Guindo, président de l'OCLEI. Le réseau des Chic est une initiative que l'OCLEI a lancée à partir des bonnes pratiques qu'il a découvertes dans d'autres pays, notamment au niveau de la Commission indépendante anticorruption de Hong Kong de Chine et au niveau du Bureau indépendant anticorruption de Madagascar. Le réseau des clubs Honnêteté, Intégrité et Conseil, ou réseau des Chic, est une réponse à l'une des orientations des autorités de la transition. Il est constitué d'un groupe de jeunes de 5 à 40 ans qui créent entre eux un espace d'échange et de sensibilisation sur les valeurs morales d'honnêteté et d'intégrité, contribuant à lutter contre la délinquance financière sur toutes ses formes. Mamadou Touré, directeur de cabinet du Premier ministre. Dans sa politique de lutte contre la corruption, le Mali a mis en place et soutenu des instruments de premier plan, au nombre desquels la création de l'opérationnalisation de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou criminels, l'adoption du projet de décret relatif à la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Cette avancée démontre l'engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. La cérémonie de lancement a été marquée par des prestations artistiques de slameurs, rappeurs et de sketchs dénonçant la corruption. Les nouvelles à l'international en Guinée, l'ancien premier ministre du président Alpha Condé, Ibrahima Kassouri Fofana, a été condamné à 5 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il est reconnu coupable d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Il devra aussi s'acquitter d'une amende de 220 000 €, soit plus de 144 millions de francs CFA.
La RDC a été victime d'un double attentat qui a fait au moins 12 morts et 70 blessés hier lors des meetings du M23 à Bukavu. La nature des explosions n'a pas encore été déterminée. L'attaque survient dans un contexte de tension politique, militaire et ethnique dans l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a condamné cet acte de terrorisme odieux qu'il attribue à une armée étrangère. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue en Inde afin de consolider les relations avec l'Union européenne. Son séjour vise à négocier les accords commerciaux et inviter le gouvernement indien à revoir sa position sur la guerre en Ukraine. Mali Actualité, il est 13h passé de 10 minutes. Retour à l'actualité nationale. Le projet d'appui à la sécurisation foncière et forestière des communautés par les commissions foncières au Mali ambitionne de donner aux populations rurales les moyens de gérer elles-mêmes leurs litiges fonciers avant d'avoir recours aux juridictions. Les acteurs de ce projet dénommé Tenure foncière et forestière se sont réunis hier dans le cadre de la première réunion du comité d'orientation. Les détails avec Soumaou Aïdara. Le projet Tenure foncière et forestière contribue à une meilleure sécurisation des terres et à la réduction des conflits. Il permet également aux populations vivant en milieu rural de résoudre leurs problèmes fonciers dans un cadre apaisé sans recourir immédiatement aux juridictions. Professeur Moussa Djiré, point focal du projet Tenure foncière et forestière. Le projet est né en tant que solution aux problèmes épineux d'insécurité foncière en milieu rural et pour apporter des solutions durables, pour ne pas dire définitives, aux conflits fonciers. Nous sommes à la seconde phase actuellement. Donc pour vraiment essayer de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la loi sur le foncier agricole. Le projet a mis en place des commissions chargées de prévenir et de gérer les tensions foncières. Ces structures locales ont pour mission d'instaurer un dialogue entre les parties concernées et de trouver des solutions à l'amiable avant toute escalade vers les tribunaux. Ousmane Barké Diallo, secrétaire aux questions foncières de la CNOP, Coordination nationale des organisations paysannes. À travers une loi, heureusement, parce que ce n'est pas quelque chose de hasard, c'est la loi portant foncier agricole. C'est cette loi qui permet la mise en place des commissions foncières qui ont en charge la gestion locale des conflits. Chaque village, selon la loi, a droit à une commission foncière. Donc quand on met en place une commission foncière villageoise, en réalité, elle anticipe, elle prévient, elle atténue tous les conflits fonciers qui peuvent arriver dans ce village. Ce projet constitue une avancée majeure dans la sécurisation foncière au Mali en dotant les communautés des outils nécessaires pour gérer leurs propres terres et prévenir les conflits. Un pas de plus vers une gouvernance foncière plus inclusive et plus pacifique. Les fidèles musulmans s'apprêtent à entamer le mois de Ramadan à Tombouctou. Le marché est bien fourni en produits de première nécessité pour accueillir ce mois sacré et les prix sont abordables. C'est le constat fait par les autorités régionales et les opérateurs économiques lors d'une visite au grand marché. Les commerçants rassurent qu'il n'y aura pas de rupture durant tout le mois, nous dit Idrissa Goulou Sissoko. En cette veille du mois de Ramadan, les autorités régionales et les opérateurs économiques s'assurent de la disponibilité des denrées de première nécessité sur le marché. Après une visite au marché Yobutaou chez les grossistes, le constat est satisfaisant. Les commerçants rassurent qu'il n'y aura pas de rupture dans la fourniture des produits. Sidi Mohamed Ould Ahmed Saloum, commerçant. Inch'Allah, on va gérer le Ramadan après Ramadan. Tous les marchandises que les villes et besoin de ça, on a ça en stock. Elhaj Firoun, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Tombouctou. C'est le lieu de remercier l'ensemble des opérateurs économiques qui se battent nuit et jour pour approvisionner la ville de Tombouctou et la région de Tombouctou. Vous avez vu quand on a fait le tour du marché, et les denrées de première nécessité sont là en quantité et le prix est très abordable. Qu'il s'agisse du sucre, du lait, du riz et d'autres produits de consommation pour le Ramadan, les boutiques sont bien achalandées. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Nous avons sillonné beaucoup de magasins qui contiennent les produits de première nécessité. Et nous avons remarqué que les magasins, à la date d'aujourd'hui, sont suffisamment approvisionnés et les prix aussi sont vraiment abordables.
Maintenant, les opérateurs ont également évoqué un certain nombre de soucis. Alors c'est l'acheminement de nos produits de première nécessité, quelques cas de braquage, les traversées, les FAMA sont en train de mettre tout en œuvre pour que vraiment ces phénomènes soient réduits. Grâce aux efforts conjugués des acteurs, le mois béni de Ramadan ne connaîtra pas de pénurie dans la région de Tombouctou. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Et oui, le mois de Ramadan qui consiste à adorer le Tout-Puissant en se privant de manger, de boire et en s'abstinant de tout acte pouvant rompre le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il est une obligation pour tout musulman ayant atteint l'âge de la puberté, saint d'esprit, qui n'est pas en voyage et qui en est capable physiquement. Cependant, quels sont les bienfaits du jeûne sur la santé? La réponse dans ce dossier signé Koumassi Sako. Le jeûne en islam est un acte de foi, permettant aux musulmans de renforcer leur piété et de cultiver une relation plus profonde avec Dieu. Boubacar Fadiga, fidèle musulman. Le jeûne est un acte qui joue un grand rôle dans la considération de la foi des croyants. Quand tu jeûnes, ça veut dire que tu t'es soumis. Quand je jeûne, je me sens plus proche de mon Créateur car je m'éloigne de tout ce qui m'est interdit. L'imam Aboubakar Diallo souligne que le jeûne est obligatoire pour les musulmans qui ont l'âge et en bonne santé notamment. Le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est un acte d'adoration, voire une obligation sur tout musulman ayant atteint l'âge de la puberté, qui n'est pas malade, qui n'est pas en cours de voyage et qui n'est pas frappé par l'âge qui l'empêche de jeûner. Car Dieu le Très-Haut dit dans le Coran, dans la sourate 2, versets 183 à 184, je cite, « Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés afin que vous manifestiez votre piété. » Le jeûne a des bienfaits au plan spirituel, selon l'imam Aboubakar Diallo. Quant aux avantages spirituels, le jeûne exerce l'homme à l'endurance, fortifie sa volonté, lui enseigne l'autodiscipline et lui en facilite l'application. Il crée en lui la crainte de Dieu et la nourrit, et surtout la piété qui est le fondement du jeûne. Au-delà des vertus religieuses, le jeûne a un impact positif sur la santé. Djibril Traoré, nutritionniste. Premièrement, amélioration de la santé métabolique. Le jeûne peut aider à réguler les niveaux de sucre dans le sang, réduire l'inflammation et améliore la sensibilité à l'insuline. Deuxièmement, ça peut entraîner une perte de poids. En limitant les périodes de consommation alimentaire surtout, le jeûne peut aider à créer un déficit calorique. Troisièmement, le jeûne peut aider à réduire le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps, ce qui peut contribuer à la prévention des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle. À en croire le nutritionniste, même si le jeûne est bénéfique et efficace dans la prévention de certaines pathologies, il n'est pas sans effet secondaire sur l'organisme. Djibril Traoré, nutritionniste. Quant à l'impact négatif, le jeûne entraîne un manque de nourriture, l'abstinence pendant une période bien déterminée. Donc ce manque de nourriture peut entraîner une baisse d'énergie chez le jeûneur. Deuxième aspect, ils peuvent affecter l'humeur et provoquer l'irritabilité chez certains, qui passent par les changements hormonaux causés par le jeûne. Troisième aspect, les pertes musculaires. En absence de protéines suffisantes, le corps peut dégrader les tissus musculaires pour obtenir de l'énergie. Donc en résumé, les jeûnes prolongés sans une alimentation équilibrée peut entraîner une déshydratation chez le jeûneur, voire même des carences en vitamines et des minéraux essentiels. Lorsque vous pratiquez le jeûne, il est important d'adopter certaines habitudes et comportements pour maximiser les bienfaits et minimiser les risques du jeûne. Voici quelques conseils pour le jeûneur. Premier conseil, planifiez des repas équilibrés et nutritifs pour les périodes où vous mangez. Consommez les aliments riches en nutriments comme les fruits, les légumes, les protéines maigres et boire également beaucoup d'eau pour rester hydraté pendant la journée. Deuxième conseil, l'activité physique doit être modérée. Le jeûneur doit également bien dormir car un repos adéquat est essentiel pour le bien-être général et la récupération. En somme, le jeûne n'est pas une simple privation alimentaire. Il permet aussi de purifier l'âme et d'améliorer le bien-être du corps. Toutefois,
il est essentiel de tenir compte des recommandations des spécialistes de la santé pour que le jeûne ne soit pas une gêne. Sport, nous commençons par le handball. C'est parti pour le projet handball à l'école, un projet officiellement lancé hier dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars. Le handball à l'école est un projet ambitieux pour la Fédération malienne de handball visant à introduire la discipline dans les établissements scolaires. Basketball, la 5e journée du championnat national de première division se poursuit cet après-midi. Une journée qui a donné son coup d'envoi hier. Toutes les rencontres se jouent au palais des sports Salamatou Maïga. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tcheni. On commence par le basketball. La 5e journée du championnat national de première division de basketball se poursuit cet après-midi et le Savane de Bako affrontera en dames et messieurs l'ISFAS. L'AS Police en dames jouera contre Caravan Sport et sera face au centre Mamadou Kane en homme. En ouverture de cette journée hier, en homme, victoire du CRBT 68-46 sur l'attaque club de Kidal. Faso Kanou a plié devant la SL Bako 78-60. Sur les dames, l'AS Commune 6 a perdu devant la SL Bako 75-46. Le CRBT a été battu par le Djoliba de Bako 87-31. Le CRBT concède ainsi sa 5e défaite en 5 journées de championnat. Pour son entraîneur, ses contre-performances s'expliquent par le manque d'expérience de son équipe. Issa Diarra s'exprime au micro de Salif Ouedraogo. C'est une nouvelle équipe qui vient de la 2e division. Pour le moment, il y a un manque d'expérience énorme qu'elle a. Ce qui fait que depuis que le championnat a commencé, on n'a pas pu gagner un match. Mais nous comptons vraiment, c'est avant la fin du championnat, faire le maximum pour se maintenir. Pour le Djoliba, on ne parle pas d'expérience, mais pense plutôt que la bataille s'est gagnée sur le plan physique. Et cet Aboubakar Maïga s'exprime toujours au micro de Salif Ouedraogo. La clé, on a un jeu très rapide. Au départ, il y a l'équipe de Tombouctou qui avait essayé de nous couper cela. L'équipe, c'est vraiment une équipe qui a été préparée très physiquement. Donc cet aspect physique, on l'a mis en place. Les filles ont essayé de courir beaucoup de fois afin qu'on puisse avoir des jeux de contre-attaque. Et c'est ce qui explique le grand nombre de scoring comme ça. Toutes les rencontres se jouent au palais des sports Salamatou Maïga. Handball, la salle de basketball du stade du 26 mars a abrité le lancement officiel du projet handball à l'école de la Fédération malienne de la discipline. Le handball à l'école est un projet ambitieux visant à introduire le handball dans les établissements scolaires. L'initiative vise à promouvoir l'activité physique, le travail d'équipe et l'esprit sportif parmi les jeunes et surtout vulgariser la discipline pour un avenir meilleur au Mali. Un événement co-présidé par le ministre de l'Éducation nationale et celui en charge de la jeunesse et des sports. Suivant le compte rendu de Fangourou Djourti. Le lancement du projet handball à l'école a eu lieu ce 27 février 2025 dans un cadre festif et dynamique mettant en avant l'importance du sport dans le développement des jeunes. L'événement s'est déroulé dans la salle de basketball du stade du 26 mars qui a été envahie par des jeunes scolaires impatients de découvrir cette discipline sportive. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Cherif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Depuis la mise en place du bureau actuel, nous avons toujours pensé à promouvoir le handball en milieu scolaire, à promouvoir le handball à la base. Ce projet va toucher à peu près 20 000 jeunes à travers le Mali. Pour un départ, nous allons commencer à Bamako, aussi Kaï, Koulikoro, Sékou, Sigasso. En deuxième phase, on va voir les autres régions. Le handball, sport populaire et dynamique, a le potentiel d'attirer de nombreux jeunes. En intégrant cette discipline dans le milieu scolaire, la Fédération malienne espère non seulement populariser ce sport, mais aussi contribuer à l'éducation physique des élèves. Amadou Si Savané, ministre de l'Éducation nationale. Les jeunes, il faut les ramener au sport. Ce n'est pas les éloigner des études, au contraire. On dit bien un esprit sain dans un corps sain. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse et du sport. Le handball à l'école, je pense que c'est une initiative extrêmement importante. Et je pense que d'amener le handball au niveau de l'école, cela permet justement aux enfants de connaître toutes les valeurs derrière le handball, toute la discipline derrière ce sport et vraiment toute la combativité. Vous savez, quand on joue au handball, ça demande beaucoup d'efforts, mais également ça demande beaucoup de technique. Et je pense que ça va beaucoup aider les jeunes dans ce sens-là. Ce lancement officiel du handball à l'école a été marqué par 2 matchs d'exhibition qui ont non seulement mis en valeur les talents des jeunes athlètes, mais aussi éveillé l'enthousiasme et l'esprit de compétition parmi le public. Ces matchs ont également permis aux jeunes de voir le handball en action et d'imaginer leur propre participation à ce sport. Des prestations d'humoristes ont ajouté une dimension festive à l'événement. Chronique du développement.
La chronique du développement du jour s'intéresse aux droits de tirage spéciaux ou DTS, un outil utilisé dans le commerce mondial par les institutions financières internationales sans valeur de devise. Qu'est-ce que les droits de tirage spéciaux et quels sont leurs mécanismes de fonctionnement? Éléments de réponse dans ce numéro avec Soumaïla Berté et Marc Dambéli. Créés par le Fonds monétaire international, les droits de tirage spéciaux DTS sont un instrument au service des pays membres. S'ils ne sont pas des devises, les droits de tirage spéciaux demeurent des valeurs d'échange sur le marché international. Alors, qu'est-ce que les droits de tirage spéciaux? Écoutez les explications de Modibo Maoumakalou, économiste. Les droits de tirage spéciaux sont des avoirs internationaux, c'est-à-dire c'est un actif, mais ce n'est pas une devise. Évidemment, c'est un instrument monétaire international qui a été créé par le Fonds monétaire international en 1969, mais qui est utilisé par la plupart des organisations financières internationales. Ces DTS avaient été créés parce que vous saviez, quand on a mis en place les accords de Bretton Woods en juillet 1944, c'était pour créer le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Il s'agissait essentiellement de stabiliser le système monétaire international et aussi stabiliser les monnaies pour pouvoir permettre des échanges fructueux au niveau du commerce international. Les droits de tirage spéciaux sont composés d'un panier de devises, notamment les 5 devises les plus importantes. Et dans cet ordre d'importance, c'est le dollar américain, ensuite l'euro, ensuite la livre sterling britannique, le yen japonais et depuis 2016, le yuan ou le renminbi chinois. L'allocation et l'utilisation des droits de tirage spéciaux se font suivant des mécanismes bien établis. Chaque pays peut en obtenir en fonction de ses quotes-parts au niveau du Fonds monétaire international. C'est les accords de Bretton Woods qui avaient fixé l'étalon or. Ça veut dire que les monnaies étaient évaluées en fonction de leur poids en or. Et les accords de Bretton Woods avaient fixé que 35 $ américains valaient 1 once d'or, 1 once troy. Mais évidemment, ce système a pris fin avec la suspension par les États-Unis, le président Nixon, le 15 août 1971. Donc maintenant, nous sommes revenus au régime de change flexible. Ça veut dire que c'est l'offre et la demande qui créent le taux de change de ces différentes monnaies. Mais les DTS sont alloués généralement aux pays en fonction de leur quote-part, parce que vous savez, tous les pays, je crois que le Fonds monétaire a 191 membres, et chaque pays fournit ce qu'on appelle une quote-part. Et ce sont les États-Unis qui ont la quote-part la plus élevée, donc c'est l'actionnaire majoritaire qui dispose du droit de veto. Depuis sa création, c'est utilisé comme unité de compte au niveau des organisations internationales comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Les caractéristiques des droits de tirage spéciaux sont nombreuses. Si au départ, les DTS avaient valeur de réserve d'or pour un pays, de nos jours, les données ont changé. Modibo Maoumakalou, économiste. Puisqu'il n'y avait pas assez d'or, on a utilisé les DTS. C'est-à-dire quand on alloue des DTS à un pays, il peut les échanger contre des devises. Évidemment, le cours des DTS est évalué tous les jours par le Fonds monétaire international. Si je vous prends l'exemple du 26 février 2025, un DTS équivalait à 820,97 francs CFA. Mais ça change tous les jours. Aussi, la proportion en fonction de la puissance des pays sur le plan économique et commercial, les proportions de DTS varient. Ça veut dire que les États-Unis, quand créés en 1969, avaient un poids plus important qu'ils ne l'ont maintenant. Et évidemment, avec certains pays comme la Chine et la Russie qui demandent la dédollarisation, évidemment, on voudrait que le dollar ait un rôle moins important dans les transactions internationales et qu'on utilise davantage les droits de tirage spéciaux. Un changement de paradigme réclamé par ces pays pour rétablir une équité dans les transactions financières à l'échelle mondiale. Car selon les statistiques, près de 60% des échanges internationaux se font en dollars. À 13h passées de 29 minutes, prend fin cette édition que vous pouvez retrouver sur nos plateformes digitales. C'est une présentation de Barakis Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré et Lala Dameli sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Alima Ouattara, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi.
Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berti. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.